Vous écoutez Le Temps d'une bière, troisième épisode d'une série de 5 qui vous est présentée par l'Association des microbrasseries du Québec. Il s'agit de reconnaître les finalistes du Gala 2024. Il y a 5 catégories. On se consacre à la catégorie initiative et engagement local. Pourquoi? Pour parler de gens qui font de la bonne bière et qui en font à l'échelle locale. Initiative et engagement local, on veut dire projet ou événement ayant particulièrement marqué la microbrasserie dans sa propre communauté. C'est une catégorie qui vise à reconnaître pour les microbrasseries de 2 ans et plus des projets réalisés dans les dernières années par la microbrasserie en termes de développement local, d'enracinement dans sa communauté et de fidélisation. C'est aussi un prétexte pour le temps d'une bière. C'est le temps d'une bière avec Léo. La 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 la. Bienvenue au podcast de Léo. J'ai la chance de parler pour une fois à des voisins, parce que le temps d'une bière, c'est basé à Gatineau. Et le 5e baron sont également à Gatineau, c'est-à-dire à Elmer, pour être plus précis. J'ai avec moi Dimitri, copropriétaire, et Jacob aussi, copropriétaire. Yes, enchanté PO. Enchanté à vous deux. Je dois admettre que c'est une rareté. Même si on n'est pas si loin, c'est rare qu'on parle. Puis enfin, ben, c'est le temps d'une bière. Ouais, fantastique, c'est bien dit. Puis ouais, on est content de croiser des gens de notre patelin ici au Gala de la MBQ à Québec. Là. Ça fait le fun de voir des visages familiers. Vous êtes finaliste dans la catégorie initiative et engagement local. Ce qui présuppose que vous êtes bien connecté dans le local, que vous êtes bien engagé dans la communauté. Donnez-nous une idée de qu'est-ce que c'est le 5e baron et puis comment est-ce que vous vous intégrez dans votre communauté? Ben, je pense qu'on a eu une histoire assez particulière avec notre communauté locale parce qu'on est ouvert, dans le fond, en mai 2020, en plein début de contexte de pandémie. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté qui avaient suivi un peu les aventures avant l'ouverture de la brasserie, puis qu'au moment d'ouvrir, ils se sont rendus compte qu'il y avait une pandémie vraiment mondiale là, qui mettait l'entreprise en position compromettante. Fait qu'on a été chanceux, tout le monde s'est vraiment déplacé dès le début pour venir nous encourager. Puis pour nous, c'était un peu validant parce que même avant l'ouverture, on avait comme plan d'affaires de plutôt que de juste parler de la brasserie, on voulait parler de notre communauté parce qu'on trouvait que c'était difficile de vendre juste de la bière à des gens qui devaient se déplacer 20-30 minutes. Mais si on vendait une communauté, des restaurants, des espaces verts, des trucs à faire, les gens pouvaient venir passer un après-midi, un week-end. Fait qu'on a toujours voulu parler de plus que juste nous. Puis il y a une belle synergie entre les commerçants du Vieux-Elmer, là où la brasserie est située. Fait que tant avec les consommateurs qu'avec les entreprises, je pense le projet s'est super bien intégré. Puis on est un produit aussi de notre communauté, fait que c'était naturel un peu tout ce qui s'est passé. Puis je tiens à mentionner aussi, parce que j'ai la chance d'en connaître un peu sur vous, c'est une chose que tu n'as pas dit, mais que je pense que tu aurais dû. Là où est-ce que vous êtes, c'est un ancien bar. C'est un ancien bar avant qui s'appelle L'Autreuil. L'Autreuil, c'est une institution à Elmer, mais aussi dans l'Outaouais, puis dans une certaine mesure un peu au Québec. Pourquoi? À cause de leur ligne de fût. 60 lignes de fût, ça se fait pas très souvent. Ouais. Ils ont beaucoup de lignes de fût. Puis il y a de leur personnel à eux qui se sont retrouvés avec vous depuis le début. Fait qu'il y avait déjà, dont Dimitri, qui lève très sobrement la main. Dimitri, là, tu vas être obligé de parler. Dans le fond, avant de démarrer le projet avec Jacob et Steven, j'ai été serveur donc au 55 principal, là où est située la brasserie actuellement. Donc, j'étais serveur pendant 5 ou 6 années. Fait que pour moi, c'était juste très naturel de retourner à cette adresse et de continuer à y travailler avec mon propre projet. C'était quand même extrêmement valorisant. Comment tu penses que ça t'a influencé dans la façon dont tu brasses? Ça a aidé sûrement à développer certains styles en priorité quand on travaillait sur nos recettes à la maison à l'époque, puisqu'il y avait des styles, justement, les New England qui commençaient à être beaucoup plus en tendance à l'époque. Fait qu'on a travaillé fort sur certains styles évidemment, que je vendais plus facilement en tant que serveur au bar. Fait que c'est sûr que ça donnait un petit peu des directions de quelle recette à prioriser quand on aurait été prêt à ouvrir 5e baron, évidemment. Oui. Puis là, vous ouvrez, vous avez des plans?
vous vous dites, ça va bien aller, puis à un moment donné, la pandémie, ça arrive, puis là, ça va plus bien. Mais une chose que j'ai remarqué qui est arrivée par chez vous, c'est que vous avez ouvert vos portes, puis vous avez invité plein de gens qui vendaient toutes sortes de trucs. Vous avez donné votre local essentiellement à des commerçants autour. Expliquez-moi un peu à quoi vous pensiez. Qui est venu chez vous? Ben, dans la même optique qu'on disait un peu que notre plan d'affaires parlait de parler de notre communauté, au moment d'ouvrir, on a fait face à une situation qui a forcé beaucoup de commerces à fermer. Nous autres, on était dans une position chanceuse où notre comptoir de canettes pour emporter était considéré comme un service essentiel, donc au même titre qu'une SAQ ou qu'un dépanneur. Fait qu'on pouvait faire la vente de canettes, mais tout ce qui était distribution, c'était comme un peu tombé dans l'eau. Fait que ce qui est arrivé, c'est que j'ai crédité l'équipe de production aussi qui brassait de l'excellente bière, mais les gens se sont mis à se déplacer pour acheter des canettes sur place pour nous encourager. Puis nous autres, vraiment dans la lignée d'idées de mousser tout ce qui est local puis de parler d'Elmer plutôt que de juste notre propre projet. On a vu une opportunité, étant donné que les gens se mettaient en ligne à l'extérieur de nos portes avant, des fois c'était 1 heure avant l'ouverture pour acheter de la bière. Il y avait une opportunité qui se présentait pour inviter des restos locaux qui avaient été forcés de fermer, des brûleries, puis différents types de commerces qui sont sur la rue principale à Elmer, des voisins dans le fond. Puis en une sortie, les gens qui venaient acheter notre bière pouvaient s'acheter un dîner que, tu sais, vraiment les directives étaient écrites sur le contenant par les restaurateurs. Ils pouvaient s'acheter quelque chose d'autre pour souper. Ils pouvaient s'acheter du café local. Fait qu'en une sortie, parce qu'il faut se rappeler que les mouvements étaient extrêmement limités à ce moment-là, c'était possible d'encourager 4 à 5 entreprises locales. Fait qu'on voulait faire profiter de cet achalandage-là le plus d'entreprises possibles qui vivaient. On ne savait pas encore comment grave c'était ce qu'on vivait. On a été comme baptisés là-dedans. Mais on savait qu'ils éprouvaient des difficultés à ce moment-là. Là, c'était quand même évident. Et puis, une chose aussi dont il faut parler, c'est le nom lui-même, 5e baron. Il y a de l'histoire là-dedans. Dites-nous un peu, c'est qui le 5e baron? Le 5e baron, dans le fond, c'est notre communauté d'Elmer a été nommée par un ancien gouverneur général anglais qui a été envoyé à la région au moment où je pense qu'Elmer est encore possiblement pour devenir la capitale nationale versus Ottawa. Fait que son nom, c'était Matthew Whitworth Elmer, puis dans la lignée des Elmer, c'était le 5e baron Elmer. Puis dans notre coin, dans notre secteur de Gatineau, il y a beaucoup de... C'est environ 60% francophones, 40% anglophones. Ça a toujours été, pas quelque chose... Au contraire, quelque chose qui ne dérange pas, je pense, cette cohabitation-là francophone-anglophone à Elmer. Puis Matthew Whitworth Elmer avait vraiment travaillé fort pour améliorer les relations entre les francophones et les anglophones. Fait que voulant être la brasserie d'Elmer, je pense que c'est important qu'on s'adresse un peu à tous les gens qui appellent Elmer leur maison. Puis évidemment, on a poussé ça plus loin plus tard avec des efforts comme Link Up, parce qu'on cherchait vraiment à faire certain que tout le monde se sentait chez eux, chez 5e Baron, et dans l'industrie brassicole. Mais c'était ça un peu l'idée du nom. C'était un clin d'œil à toute la population d'Elmer. Là, il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont se dire, d'accord, le nom de leur brasserie, c'est un gouverneur anglais. Puis là, ils vont se dire, ils font de la bière anglaise. C'est-tu vrai? Vous vous concentrez dans quel style de bière? Je pense qu'on ne se concentre pas particulièrement dans un style de bière. Je te dirais que la majorité de notre production est dans des ailes houblonnées. Étant donné que, je veux dire, on est en Amérique du Nord, les Belges ont leur goût, puis leur palette, leur style. En Europe de l'Est aussi, ils ont leur truc. Puis on dirait qu'en Amérique du Nord, les ailes houblonnées, les IPA, tout ça, sont pas prêtes de partir nécessairement. Mais je te dirais, c'est peut-être pas le style que nous, on boit le plus à la brasserie. Puis ce côté-là dont je parlais par rapport au nom, où il y a des francophones, des anglophones, on voit une différence, nous autres, au niveau de la distribution puis de la consommation au pub. Donc, il y a des styles anglais, des porters anglais, des brown ale, des rousses irlandaises. Ça fonctionne particulièrement bien au pub auprès des gens d'Elmer.
Puis on remarque qu'en distribution à l'extérieur de... Plus on sort d'Elmer, plus on s'étale dans l'Outaouais, moins ces styles-là sont populaires. Fait que je pense vraiment qu'on fait des bières pour tout le monde. On suit énormément les saisons pour ce qu'on va sortir aussi. Puis souvent, c'est juste un exercice de nous s'asseoir puis se poser la question de qu'est-ce qu'on veut boire dans 2 mois. Quels sont les grands projets pour vous? Vous voulez aller où, dans le fond? Ouais. On a quelques grands projets en ce moment. L'automatisation de notre production en est une. Fait qu'on est en train d'acheter des équipements pour faciliter la production. On regarde possiblement avoir l'ouverture d'un restaurant au 2e étage du pub. Qu'on ne veut pas nécessairement, nous, opérer un restaurant, mais on espère qu'une entité de Gatineau souhaite se joindre à nous pour... Écoutez, le Gatineau, là, c'est là que ça se passe. Fait que ça, puis on a aussi... on travaille un peu sur notre stratégie de distribution. On n'a jamais été une brasserie qui souhaite miser sur l'aspect de rareté de nos produits. Il y en a qui le sont purement par concours de circonstances, mais on souhaite quand même rendre nos bières les plus accessibles possibles. Travailler sur notre langage aussi pour pouvoir parler un peu à tout le monde, démocratiser ça un peu. Fait que je te dirais que c'est les gros projets qui se passent à la brasserie en ce moment. Vous manquez pas d'idées. Vous avez beaucoup de projets là, sur le pipeline. Je pense que vous vous ennuierez pas en 2025. Puis on vous souhaite aussi que les gens soient au rendez-vous, en fait, comme à toutes les brasseries. On me dit que 2025 n'a pas le choix d'être mieux que 2024. Les gens décident qu'il faut que ce soit mieux, puis je suis d'accord avec cette décision-là. Des fois, il faut pousser un peu le destin. Et ça nous ramène évidemment au congrès de la MBQ. Qu'est-ce qui vous fait venir ici au congrès? À quoi est-ce que vous avez hâte quand vous venez au congrès de la MBQ? Bien, je pense que nous autres, justement, la période dans laquelle on est ouverte nous a vraiment isolés de l'industrie brassicole, qui n'était pas l'intention qu'on avait au départ. Mais étant donné les circonstances, on a dû rester dans notre coin puis moins côtoyer des gens de l'industrie. Fait que ça nous donne l'opportunité de venir rencontrer des gens avec qui on a interchangé, avec qui on a discuté, fait du troubleshooting, des gens avec qui on a travaillé sur des ententes, des brasseries qu'on admire de loin, souvent qu'on n'a pas la chance de leur dire. Fait que c'est ça, il y a des super belles conférences, dont celle avec New Belgium. C'est le type de brasserie, je te dirais, en Amérique du Nord qui nous inspire un peu. Personnellement, je vais toujours le dire, mais Allagash, c'est la brasserie qui m'a vraiment le plus inspiré de par son approche. Allagash? Allagash, à Portland, au Maine. Fait que c'est un peu ça, de pouvoir se rapprocher de d'autres acteurs de la scène brassicole au Québec. Souvent, on se sent un peu dans notre petit coin à Elmer. Je pense que tu connais un peu le vibe d'Elmer. C'est difficile de sortir de là. On est confortable chez nous, mais pour nous, c'était important là, de sortir puis venir voir des gens avec qui on a échangé. Puis la MBQ aussi, la mission, selon moi, est super importante. J'ai eu des conversations vraiment intéressantes avec eux au courant de l'année. J'ai pu leur partager des inquiétudes que j'avais par rapport à certains enjeux qui étaient particuliers au marché de l'Outaouais. Fait que je crois vraiment dans la mission de la MBQ, fait que ne serait-ce que pour voir les gens qui sont derrière l'organisation, puis les saluer, puis leur jaser de vive voix, ça vaut la peine, puis c'est le fun. On parle de quel genre d'enjeu, là? Dernière question, dans l'intérêt public? Ben, je pense, on a quand même des lois assez archaïques au niveau provincial pour la bière. Puis nous autres, on est un peu sur la frontière du Québec puis de l'Ontario. Donc souvent, quand je parle à d'autres brasseries au Québec, j'essaie de donner l'exemple. C'est comme si les gens de Longueuil, mettons, avaient un marché de 2 millions de personnes du côté de Montréal, mais ils n'y avaient pas accès.
Fait que, tu sais, c'est vraiment bizarre. Là. C'est pour les gens qui sont pas de notre région, qui sont pas de notre coin. Tu sais, nous autres, traverser le pont pour aller à Ottawa, c'est une question de 10 minutes. Là. Fait que c'est vraiment... c'est à côté de chez nous. Des fois, c'est chez nous, c'est nos amis. Tu sais, on travaille C'est beaucoup frustrant avec les parce que brasseries tu as des partenaires, tu as des clients, tu as un gros marché. Ouais. C'est quand même plus gros, Ottawa. Mhm. Tu as l'Ontario qui est de l'autre côté de la rivière, mais tu peux pas juste vendre de la bière. C'est un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux. One does not simply walk into Mordor. Exact. One does not simply export beer into Ouais. neighboring Ontario. Oui, exactement. Fait que c'est ça, il y a des trucs comme ça qui sont intéressants, puis je pense que ça peut être perdu des fois dans le loop, que tu sais, l'Outaouais peut amener une perspective un peu différente par rapport à ça. On peut voir des trends se développer, puis qui peuvent, tu sais, des fois être... on peut utiliser ce advanced knowledge-là pour flaguer des trucs, mais c'est ça, je pense que les différences entre les provinces, là, on le sent peut-être plus du côté de l'Outaouais. Je rappelle que vous êtes finaliste dans la catégorie initiative et engagement local. On est le 12 novembre. Vous allez avoir des nouvelles de si vous gagnez ou pas. Yes. Mais dans tous les cas, vous aurez gagné des amis, des amitiés et du bon temps. Bonne chance. Et on se revoit à Gatineau. On se revoit à Gatineau, certain. Gatineau, toujours. Yes. Salut. Merci. Et on poursuit avec une autre grosse pointure de la microbrasserie du Québec, Shawbridge, microbrasserie et charcuterie, parce que ne les oublions pas. Et avant de commencer, je tiens à préciser que c'est la seule microbrasserie au monde qui a jamais réussi à me convaincre de boire du Scotch Ale. Messieurs et mesdames, bienvenue. Avec ces introductions, on va tout de suite commencer un peu par la vision derrière Shawbridge. Shawbridge, qu'est-ce que c'est? Pour répondre à la question, j'ai Hugues, qui est le fêteur en chef, le fondateur, et aussi quelqu'un qui est tout droit sorti d'une séance sur la gestion du stress. Donc, en ce moment, je vais vous dire, là, il est très qualifié pour répondre à toutes les questions. Comment très ça va? relax, très relax. Oui, ça va super bien. Très relax, ça va bien. Shawbridge, c'est quoi? C'est quoi le concept? Mais Shawbridge, ça s'appelle d'abord et avant tout Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie. Entreprise fondée en 2018 parce que j'avais déjà un pub qui fonctionnait très bien et j'avais habité plusieurs années en France où j'ai adoré les charcuteries. Je voulais faire marier les charcuteries séchées, fermentées, cuites avec la bière. On vendait beaucoup de bière de microbrasserie dans mon pub et je voulais brasser de la bière. Je trouvais que c'était une des richesses du Québec puis je voulais l'amener dans mes établissements. Tu étais rendu là dans la vie. J'étais rendu là dans la vie. Puis on s'est rendu plus loin depuis. Et puis, Shawbridge, on va parler un petit peu de vos bières avec votre brasseur ici. Exceptionnel. À la barbe magnifique. Bière exceptionnelle, barbe bien fournie. Jonathan ici qui est avec nous. Comment ça va? Ça va très, très bien. Parle-nous un peu des bières que vous avez, de votre approche. Nous, on essaie de faire des bières accessibles, des bières pour la restauration, mais aussi qui pour la distribution. On spécialise vraiment avec nous avec notre nouvelle IPA, pas notre nouvelle IPA, mais notre IPA 117 qui vient de gagner un prix au Canada Beer Cup. Félicitations. Pour la médaille de bronze dans la catégorie IPA américaine. On fait vraiment de tous les styles. T'sais, moi, je trouve ça toujours drôle, la question c'est quoi ton style de bière? Je parlais de ça avec mon brasseur Samuel à côté de moi. Salut Samuel. On va te passer le micro tantôt, là. Je parlais justement de ça que je trouve ça drôle. Un brasseur, ça aime pratiquement tous les styles de bière. C'est ça le but. Mais moi, mon approche a été un petit peu différente quand je suis arrivé. Mon but, c'était pas d'emmener ma philosophie sur le style, mais plus sur la manière de la faire. Donc, je vais vraiment essayer d'aller le plus vers le québécois possible. Puis quand c'est pas possible d'avoir du québécois parce que ça n'existe pas, je vais prendre un fournisseur québécois pour au moins donner à ma communauté. Donne-nous un exemple là, d'une bière bien québécoise, là, bien axée dans le terroir, bien locale. Nous, on a l'arrêt de Québec, que c'est la première bière qu'on a mis Aliment Québec. Ce ne sera pas la dernière. Ça, c'est la première pour qu'on a fait les démarches. C'est on va une continuer. promesse! Ça va continuer. Puis tous les nouveaux produits qu'on fait, comme là, la buff que tu as bu est faite avec du malt anglais de Côte à Flamme. Dedans, il y a du honey malt de Côte à Flamme, mais vu qu'ils ont passé au feu l'année dernière, ce malt-là, il n'est plus disponible. Fait que j'aurais pas le choix de le changer. C'est pour ça qu'elle n'est pas Aliment Québec, mais la version que tu bois en ce moment est 100% québécoise. Fait que c'est tout le temps ça, d'essayer de tout le temps aller vers là. Autant pour nos fruits, la levure, le grain et tout. Nos fruits viennent de fruits récupérés d'un fournisseur qui
qui prend les petits rejets, qui les transforme et qui revalorise en réalité un fruit qui a été jeté. Puis ça, c'est un fournisseur du coin dans la région des Ouais, Laurentides? c'est un gars qui vient de Saint-Adèle, là, par contre, l'usine est rendue à Montréal, mais c'est un gars de Saint-Adèle qui est venu la première semaine quand je suis rentré un petit peu flyé. Ah, moi, je fais ça. OK, good, viens-t'en. On va travailler ensemble. Puis depuis ce temps-là, c'est rendu notre fournisseur, notre premier fournisseur de fruits dans tout ce qui n'est pas nécessairement exotique ou difficile à trouver, là, mais tous nos fruits de base. Puis quand on crée un nouveau produit, ben, c'est le premier gars que je vais appeler pour savoir qu'est-ce qu'on met. T'sais, c'est quoi que tu as en ce moment, puis c'est quoi que je peux prendre. Ça nous permet d'avoir des bons prix, mais aussi d'essayer de redonner aux familles et tout. Il a donné des fruits au CPE à ma fille puis où ma femme travaille. Ce genre de choses-là. Moi, c'est ça qui me tient à cœur en tant que brasseur. Puis je pense que ça se reflète dans le produit. Puis c'est aussi ce que le monde, ils veulent. Quand ils vont aller travailler, surtout sur un produit comme celui-là, c'est des produits qui sont... t'en as pas besoin, nécessairement pour vivre. Tu prends ça pour la bonne humeur, mais aussi pour te donner un instant de bonheur, ben pourquoi pas le faire en redonnant alentour de toi. Là, mais là, faites-vous du troc avec les agriculteurs de la région, dans le sens, on vous donne quelques kilos, en fait, probablement plus des tonnes de, je sais pas, des pommes, puis vous leur donnez une caisse ou deux? Ouais. ça va être plus Hugues pour les gratuités, mais oui, on fait des échanges, c'est sûr, certain. Puis, comme alentour de nous, avec les autres microbrasseries, on fait des achats groupés, ce qui nous permet de diminuer les coûts de tout le monde, mais aussi sur la livraison, tu sais. Puis, une autre question... Ah oui, c'est ça, nos drèches en va au fermier. Ah ben oui, la drèche. Oui, c'est ça, la drèche, c'est ça. C'est les fermiers qui viennent les chercher à tous les jours. C'est vraiment un partenaire idéal. Il vient chercher l'adresse, lui, il donne ça à son bétail, à ses veaux. Puis aussi, dans l'entreprise, on fait la même chose avec nos low-fill. Quand on canne, il y a tout le temps quelques cannes qui n'ont pas le bon nombre de litrage à l'intérieur, ce qui a un pic d'oxydation qui va se faire avec le temps. Fait qu'on ne va pas aller donner ça à nos clients. Mais pour faire la saucisse, la transformation, nous, au sol ou dans la porte à pizza, ben c'est parfait. Ça fait une belle économie circulaire, même à l'intérieur de la business qu'alentour de nous. Là. Et je vais complètement scraper cette philosophie très belle, très inspirante, très accueillante avec une question très stupide. Je dois la poser. Vas-y. La drèche, est-ce que ça continue de fermenter? Et si oui, est-ce que les animaux aiment ça parce que ça leur donne un buzz? On va pas leur donner d'alcool, mais oui, ça pourrait continuer à fermenter. Là. Il a déjà perdu, je pense, 2 batchs de grains depuis qu'on y a donné. Là, parce qu'arrêter la drèche, c'est le grain qui a été... Le sucre a été enlevé. Nous, on récupère 78% de ce sucre-là dans notre bière, mais il en reste encore un peu. Il y a beaucoup de nutriments, tout. Ouais. Donc, lui, il va aller donner ça. Mais lui, il a 300 veaux, puis il dit quand il approche à moins d'1 kilomètre avec son pick-up, il entend les veaux crier. Là. Fait que la drèche, elle dure 10 minutes, puis il n'y en a plus. Je sais pas, elle n'a pas le temps de refermenter. Le bétail est bien content. Oui, exactement. Dernière question pour toi avant de compléter, avant de poursuivre dans notre tour de table, puis il y a beaucoup de monde à la table. C'est-tu possible au Québec ou par chez vous de faire une bière qui est 100% Québec? Ça se fait-tu? Ou on va chercher des taux plutôt comme 80, 90%? Non, ben comme l'arrêt de kayak, nous, c'est 100% Québec. 100%. 100% Québec, puis même si la levure ne fait plus partie du produit à la fin du processus, on essaie quand même de toujours aller chercher la levure. Mais en 2024, c'est vraiment facile. Même avec les fermetures des houblonneries qu'il y a eu dernièrement, on peut quand même avoir du 100% québécois. Inomal vient d'agrandir, vient de bonifier leur offre justement pour essayer de fournir en grains la plupart des microbrasseries du Québec. Il y a toujours moyen. Fait que ça le fait. Puis même là, on parlait d'essayer de faire une double IPA dans les prochaines semaines. Puis on va essayer de faire une IPA en mode québécois. À la place d'aller chercher du Mosaïque, du Citra, 2024, il y a du Eldorado qui est disponible chez Lupuline. Il y a le houblon WL. Il me parlait du Hydra, qui est un nouveau houblon qui est maintenant disponible, qui a beaucoup de terpènes à l'intérieur, qui va vraiment aller chercher un côté juteux. Je pense que 2024, c'est là qu'il faut faire le changement pour s'en aller le plus possible. Vous avez compris à la maison ou en forêt, si vous écoutez ça sous forme audio pendant que vous courez dans le bois, gentiment et gaiement, c'est en 2024 que ça se passe. Un grand merci. 2024-2025. Ouais, ben c'est ça. Je suis un peu en retard. Là, on est en novembre 2024. Ouais, ça se fait. Puis la tablée est bien remplie. Merci, Jonathan. On va passer le micro à Camille. Qui est votre présidente. Directrice générale. Directrice générale. À un moment donné, je vais l'avoir. Veux pas, c'est quand même la 3e fois que je pose la question. Je m'excuse. Camille, parlez-moi un peu d'avec qui vous travaillez et qu'est-ce qui vous motive à travailler avec la communauté.
Oui, bien en fait, avant tout, Shawbridge aussi, on a beaucoup de très bonnes valeurs. Donc, on parle, entre autres, des valeurs familiales. Donc, pour nous, l'entreprise, les familles, la conciliation travail-famille, c'est très important. On est aussi engagé beaucoup dans la communauté. Donc, on encourage des athlètes, des jeunes athlètes qui veulent se rendre aux Olympiques. En les commanditant, en leur offrant des montants pour les aider à payer les voyages pour aller s'entraîner à l'extérieur. On a aussi, on leur offre du travail aussi, donc on va faire la conciliation entre leur entraînement, les compétitions et quand ils vont avoir le temps, bien, on va leur offrir du travail à l'interne. Aussi, dans le reste de la communauté, on va donner aux gardes-manger à Entraide de Prévost aussi. Donc, cette semaine, la semaine dernière, on a donné plus de 400 pizzas, gelato et galettes de burger pour les familles, dans le fond, qui sont dans le besoin. Également, on donne à Centraide de Laurentide pour ceux qui ont des idées suicidaires. Alors, on est très investi localement, aussi au niveau des chambres de commerce, des journaux locaux. C'est vraiment important pour nous de toujours encourager aux alentours. On vise Laurentide. On vise vraiment le coin. Puis là, vous avez l'air d'avoir beaucoup de partenaires et beaucoup de gens que vous aidez. Est-ce que vous sentez que ça revient directement au brewpub? Ben c'est sûr que oui. Il y en a beaucoup qui sont reconnaissants pour tout ce qu'on fait. Hugues, en fait, qui est propriétaire, qui est un très bon vivant et très généreux avec la communauté. Mais on touche aussi, dans le fond, nous, on fait bière, mais on fait aussi pizza, charcuterie artisanale, gelato. On touche à peu près tous les territoires du Québec. Donc, on est Québec, Lanaudière, Rive-Sud. On va jusqu'à Mont-Laurier aussi. Donc, c'est tous des gens qui vont, qui commencent à connaître Shawbridge. Donc, on essaie vraiment de s'investir, oui, dans les Laurentides, mais un peu partout aussi au travers du Québec. Là. Ça, c'est quelque chose sur lequel je voulais rebondir parce qu'un petit peu plus tôt, dans un enregistrement qui a coupé court par manque de batterie, Hugues me parlait de son ambition de remettre Shawbridge sur la carte, puis ça a réveillé l'historien en moi. On va y passer le micro pendant quelques minutes. Pour revenir à ce que Camille disait, notre engagement communautaire dans les Laurentides et ailleurs permet de faire rayonner Shawbridge. Mm-hmm. Et historiquement, Shawbridge, c'est un village historique des Laurentides. À la gare de Shawbridge, les skieurs au début du 20e siècle, Début 20e, du 20e siècle, débarquaient à la gare de Shawbridge, allaient skier à Mount Pleasant. Mm-hmm. Shawbridge a été, le pont Shaw était le premier pont qui traversait la rivière du Nord au nord de Saint-Jérôme. Le nord, ça commence là. Le nord, la porte du nord est à Prévost. Mm-hmm. Donc, le nord, ça commençait là. Et Shawbridge, éventuellement, après, lors de l'Union des municipalités dans les années 70, donc Prévost a 50 ans maintenant, Prévost s'est allié à Lesage, Shawbridge, et les villages sont devenus la ville de Prévost. Mais on est bien heureux parce que ça nous a permis de reprendre le nom Shawbridge. Et notre mission aujourd'hui, c'est de remettre Shawbridge sur la map, une gorgée et une bouchée à la fois à travers nos excellentes bières, nos charcuteries, nos pizzas surgelées qui ont permis de conserver les emplois chez nous pendant la pandémie et aujourd'hui qui sont distribués dans plus de 500-800 magasins à travers le Québec. C'est quand même beaucoup, ça, là. Vous avez une bonne empreinte. De plus en plus. Et attendez, on n'a pas fini. Parce que nos projets, nos produits sont tellement bons grâce au génie d'un gars comme Jonathan Morin et son allié Samuel ici à ma gauche pour brasser des bières exceptionnelles, mais on est aussi bon aussi dans les charcuteries artisanales séchées, fermentées, cuites qu'on produit, ainsi que dans les pizzas surgelées dont la pâte est faite à base de bière, qui nous permet aussi de récupérer les invendus en magasin, de les créditer au magasin, de ne pas perdre le produit. On perd l'étiquette et la canette, mais quand même, le produit revient dans notre pâte à pizza. Hey, tu parles de local puis de commerce circulaire. Vous perdez rien, là, finalement. On lâche pas la patate. On lâche pas la patate. On lâche pas la patate. Michel est bien d'accord. Michel, on n'y a pas encore parlé, mais il joue un rôle très important. Peut-être un petit peu plus dans les coulisses. On a eu l'occasion de parler un petit peu. C'est quelqu'un qui est dans votre équipe depuis je ne sais plus combien d'années, mais c'est surtout un personnage important dans le paysage brassicole du Québec. Puis il est trop humble pour le dire, fait qu'on va le dire à sa place. Michel, tu es avec Shawbridge depuis combien de temps? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Mais tu as été impliqué dans la scène brassicole depuis quoi, 35 ans? Depuis le début. C'est un peu la genèse de la microbrasserie avec
André Dion et Robert Charlebois avec Unibrou, là, plus de 30 ans. C'est effectivement la genèse, là, dans le sens le plus biblique, parce que ça fait tellement longtemps puis ça a tellement changé depuis. Toi, quand tu regardes ce que tu connaissais au début, les tout débuts de la brasserie au Québec, l'évolution magistrale, l'âge d'or présumé de 2010 à 2015 à peu près, puis tu regardes Shawbridge, qu'est-ce que tu aimes particulièrement chez Shawbridge? Comment est-ce que tu les vois? Comment est-ce qu'ils se distinguent dans ta perspective plus historique? Ben, la raison de ma venue à Shawbridge, c'est essentiellement l'irradiation positive dans la région. Donc, les gens adorent Shawbridge et tout ce que Shawbridge fait pour la région. Et puis, le coup de génie aussi de Hugues, si on le compare aux autres brasseurs, d'avoir un portfolio complètement varié. Donc, comme Hugues disait tout à l'heure, en plus d'avoir des excellentes bières, on a des pizzas formidables, des charcutiers qui font un boulot exceptionnel. On a des gelatos. Donc, Hugues a pris une direction, est allé vers la gauche, alors que toute l'industrie allait vers la droite. Ben, c'est un gars de gauche. C'est un gars de gauche, il faut l'avouer. Et un des gens investis, dévoués, passionnés, qui ont à cœur la marque, l'entreprise. Et parce qu'on a des directeurs, puis ça, on le remarque autour de la table, là, avec aussi beaucoup d'imagination et beaucoup de bonne vivanterie, parce qu'on est l'usine du bon vivant. On a des gens, puis on a du fun entre nous. Tout à l'heure, tu voulais faire une entrevue, tu as appelé Michel, il a dit Michel, il a dit, il faut appeler Hugues. Moi, je suis arrivé, j'ai dit, il faut appeler Camille, il faut appeler Jonathan. Là, Jonathan, il faut appeler Samuel. Puis on a Justine, qui n'est pas au bout du téléphone, la directrice des communications. Tout le monde qui est là. Mais c'est ça, Shawbridge. On est fort parce qu'on se tient, Ouais. parce qu'on travaille en équipe. Et puis on se remet en question. Puis quand on n'est pas bon, ça arrive, on peut manquer notre coup sur un... c'est pas grave, on se reprend, on tombe, on se relève, puis on fait encore meilleur à chaque fois. Puis je peux vous dire que chaque produit est amélioré de semaine en semaine. Puis on se prend pas pour d'autres. On est l'usine du bon vivant, puis on n'est pas des prétentieux. On veut avoir du fun, puis on fait de la bière pour le peuple. On fait de la nourriture pour le peuple. Avec cette mention d'humilité, puis avec la belle ambiance qu'on a créée, je me sens la permission de vous demander, ça a été quoi votre pire défi dans la brasserie? Côté bière, votre pire défi technique, professionnel, pire échec, comment vous avez surmonté ça? Puis je vous demande la question parce que les temps sont durs, puis la réalité d'une brasserie, c'est qu'il y a toujours des problèmes, il faut toujours les régler. Ben, tu sais, pire défi, moi, j'étais un brasseur amateur. Je suis arrivé, je faisais du 20 litres dans mon sous-sol en me prenant plus ou moins au sérieux. Ben, sérieusement dans mes recherches, mais pas sérieusement dans l'application. C'est exactement la mentalité que j'ai emmenée au Shawbridge. Il faut faire les choses avec sérieux sans se prendre au sérieux. Il faut pouvoir aller ailleurs. Puis si tu as tout le temps le syndrome de l'imposteur, tu vas continuer d'apprendre dans un milieu comme lui, comme on est. Là, on est à la MBQ, moi je vois ça comme une formation. Je vois ça, oui, on fait un peu de party, là, on s'entend. Là. Mais quand les conférences sont là, je trouve ça drôle de regarder le monde alentour de moi que j'ai vu la veille en train de faire le party solide, mais là, sont sérieux, puis tout le monde écoute. Nous, ça nous est déjà arrivé une oxydation. La première année pas qu'on a faite, on a eu un pick-up d'air dans la canneuse, puis il n'y a personne qui crie après personne. Tout le monde veut aller du même bord, tout le monde veut améliorer le produit. On s'aide tous. Là, ça emmène du stress, ça emmène plein de choses. C'est sûr, c'est ça une entreprise. Il faut juste passer à travers de ça, puis au quotidien, de regarder une étape à la fois et non puis dans l'ensemble, à la fin de l'année, de voir où on était, de où on part. Quand je suis rentré, il y a 2 ans et demi, je disais, hey, dans 2 ans, où on va être. Puis je pense que je voyais même pas 15% de ce qu'on est devenu. Quand je suis rentré, quand je suis rentré à la microbrasserie, je m'étais donné 6 mois pour faire un nouveau produit. Puis je suis arrivé avec une bière de mon sous-sol, la bière de sous-sol que j'ai tout le temps appelée. Puis la première bière que j'ai montée dans le bureau en haut, les 3, ils étaient la bière de bureau. Le bureau. Là. Puis c'était une brown ale au millilo. Puis la semaine d'après, on la brassait. Là, puis il y a Philippe. Le millilo, c'est notre vanille québécoise. C'est notre vanille québécoise qui est prise chez Gourmet Sauvage à 10 km de la micro. T'sais. C'est l'ours assoiffé. L'ours assoiffé. Oui, c'est important. Là. Oui. C'est ta plug. You had one job. Je voudrais rebondir là-dessus sur ce que Jonathan disait. Quand on a embauché Jonathan, c'était le lendemain du Mondial de la bière, il y a 3 ans. Moi et Michel, on avait bu pas mal de bière la veille au Mondial de la bière. On avait un beau kiosque, on vendait nos bières, mais on avait aussi un kiosque de pizza. Puis on avait eu une belle soirée, mais bien arrosée. Puis le matin, on avait rendez-vous avec un gars qui avait
ni plus ni moins, brassé dans son sous-sol sans trop d'expérience. On s'est regardé, on s'est dit, aïe, il faut qu'on remonte dans le Nord pour une entrevue. Puis quand on est rentré en contact avec Jonathan, ben, ce qui nous a charmé, parce qu'on avait eu plusieurs candidats et ils étaient toujours meilleurs que nous. Tu sais, je veux dire, ils connaissaient ben trop la bière pour qu'on puisse les difficile d'évaluer embaucher. quelqu'un qui est meilleur que soi. Mais on a aimé de Jonathan, son humilité, prête à apprendre. OK. Et moi, je suis allé chercher Michel, qui était une légende dans la bière déjà avant, qui Lui, il connaissait était prêt à tellement t'apprendre. plus de choses que moi. Mais c'est ça, Shawbridge. C'est qu'on est tous prêts à apprendre. On a tous un ego. Oui, on a de l'ego, puis on est des entrepreneurs, puis on veut réussir, mais on n'est pas prétentieux, puis on accepte l'erreur, puis on travaille ensemble. Puis si on n'est pas d'accord, on se le dit. Puis on est surtout conscient qu'on a encore plein de choses à apprendre, puis on ne connaît pas grand-chose encore, mais on fait de la maudite, des bons produits, de la bière exceptionnelle parce qu'on se remet en question à chaque brassin. En fin de compte, dans tout ça, ce que les gens vont se souvenir de plus, au-delà de Shawbridge, de son histoire, de votre camaraderie, de votre fun, c'est vraiment le silence légendaire de Samuel. Je pense que c'est un silence qui parle, puis j'ai beaucoup de respect pour ça. Je pense qu'on va en parler encore pendant des générations. Mesdames et messieurs qui ont été avec moi, et pour ceux qui nous écoutent ici, je rappelle que Shawbridge est finaliste dans la communauté de l'engagement local. À l'heure d'enregistrer ce podcast, on est encore à quelques heures de l'annoncement des gagnants, donc je vous souhaite la meilleure des chances. Continuez votre beau travail. Mais à moi aussi, je ne m'attendais pas à dire ça, mais je me félicite de mon beau travail, je suppose. Et aussi, je rappelle que Shawbridge est dans les Laurentides. Si vous passez par là, c'est la porte du Nord. À plus! N'oublions pas non plus la microbrasserie Les Grands Bois, dernier mais non le moindre de cette série. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de m'entretenir avec eux durant les jours assez occupés du congrès 2024, mais un petit peu d'informations sur eux serait quand même bienvenue. La microbrasserie Les Grands Bois sont situés au 415 rue Tessier-Est à Saint-Casimir. Fondée officiellement en 2015 par 5 Portnevois ayant le désir de dynamiser leur milieu d'origine, la microbrasserie Les Grands Bois est le résultat d'une passion commune entre des amis de longue date, des tests acharnés et d'expériences variées ici et autour du globe pour découvrir ce qui se fait de mieux et de meilleur dans le monde brassicole. Si vous voulez en savoir plus, ils sont situés dans le cœur du village de Saint-Casimir, dans un ancien cinéma construit en 1946. La microbrasserie Les Grands Bois offre une gamme diversifiée de bières artisanales produites avec des ingrédients de première qualité, sans compromis au niveau gustatif. On leur souhaite à tous un bel avenir radieux dans la shop à bière québécoise. Et pour ceux qui nous ont suivis jusque-là, si vous aimez notre contenu, si vous avez aimé ce qu'on dit et si vous aimez la bonne compagnie en bonne bière, n'hésitez pas à vous abonner. Ça va nous aider un grain. Et sur ce, merci et au prochain épisode.